Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassel Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Éric Anseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à la Sorbonne, auteur de plusieurs ouvrages sur le Second Empire, Napoléon III, mais également sur le pouvoir, l'État et la laïcité. Vous signez avec Jean-Luc Bordron une histoire mondiale des impôts, de l'Antiquité à nos jours, parue aux éditions Passé Composé. C'est une histoire des impôts qui est universelle, de son rôle, de son acceptation dans les sociétés antiques comme contemporaines. Et point important à préciser, ce n'est pas un manuel du contribuable, donc on n'y trouvera pas des recettes d'optimisation. La première question, c'est quand apparaissent les impôts ? Sans forcément essayer de trouver le premier impôt connu, mais est-ce que ça apparaît quand les hommes se sédentarisent et que les rôles se spécialisent dans les sociétés ? Alors oui, exactement, mais plus précisément quand les premiers États apparaissent. Quand les hommes se réunissent en fait en société, ont besoin de se protéger vis-à-vis d'agresseurs, parfois même d'être agressifs vis-à-vis de cités ou d'États voisins, ont besoin également d'infrastructures et dans le cadre d'États, de fonctionnaires, le mot est anachronique, mais on comprendra, qui vont faire tourner cet État, on a besoin d'argent et l'argent on va le trouver par des tribus qu'on prélève sur d'autres peuples ou bien encore des formes plus élaborées, je dirais, d'impôts. Donc 5000 ans, pour faire simple, 3000 ans avant Jésus-Christ, ce sont les premiers impôts qui apparaissent. Chaque aspect de l'impôt est abordé sur le temps long, donc des civilisations égyptiennes, grecques, romaines, jusqu'à nos jours, mais le gros du livre est quand même consacré à la France et à l'Angleterre, deux pays qui ont connu une vitesse de développement relativement similaire, qui ont été en rivalité, voire en guerre jusqu'au XXe siècle. Est-ce que l'histoire de l'impôt a aussi des points communs entre ces deux pays ? Alors bien évidemment, ce que vous avez pointé en lisant le livre est tout à fait vrai. C'est une volonté délibérée de notre part, comme vous l'indiquiez, je suis un historien de l'État, et en particulier de l'État français, et inévitablement dans cette recherche de la compréhension de l'État français, un jour ou l'autre dans ma production historique et dans mes recherches, l'impôt allait venir. Il se trouve qu'il y a un parallèle avec l'Angleterre, c'est-à-dire qu'au tournant des XIIe, XIIIe, XIVe siècles, l'État capétien, royal, français se met en place et parallèlement, de l'autre côté de la Manche, une autre grande monarchie se constitue véritablement en État. Et c'est là où vont naître des formes de perception de l'impôt, je dirais même de préconsentement à l'impôt que l'on va rechercher du côté des sujets. Et non seulement les deux États cheminent parallèlement, mais ce qui est très intéressant, vous savez qu'en histoire, il y a un courant qui regarde justement les échanges de modèles, les interconnexions qui s'établissent entre les sociétés et les pays. On va voir que l'expertise que va avoir à certains moments donnés le Royaume-Uni en matière d'impôt va être récupérée par la France et inversement, la monarchie française va servir de modèle aux Britanniques. Il y a un chapitre très intéressant qui ouvre le livre sur le lexique de l'impôt, et c'est assez drôle de voir que la même racine a pu donner des mots dont l'association prête à sourire, comme fisc et confisqué, comme impôt et imposteur. Ces mots sont connotés négativement, et puis ensuite apparaissent des mots connotés plus positivement, comme contribuer, contribuable, don. À quel moment cette sémantique apparaît et à quel besoin elle répond ? Alors à partir du moment où justement le consentement s'impose véritablement, donc selon les pays, l'Angleterre au XVIIe siècle, au moment de la Glorieuse Révolution, lorsque le roi qui arrive au pouvoir est contraint de consentir que ce soit des représentants du peuple, de la nation en fait, qui votent régulièrement l'impôt. C'est ça le principe du consentement. Dans les États-Unis d'Amérique, ensuite, quand les Américains s'émancipent de leurs colons britanniques, qu'ils deviennent les États-Unis d'Amérique, dans leur constitution, le principe du consentement apparaît. Et puis en France, au moment de la Révolution française, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et c'est là que le terme de consentement apparaît, et que le terme d'impôt, connoté, vous l'avez dit, négativement, est remplacé par celui de contribution. On va contribuer à renforcer l'État pour le bien commun. Vous avez parlé de consentement, et il y a une notion fondamentale que vous soulignez, c'est la différence entre le consentement à l'impôt et le consentement de l'impôt. Quelle est la différence entre les deux ? Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez, l'idée de consentement, elle remonte à beaucoup plus haut. Ne nous leurrons pas, les rois, les souverains ne sont pas des idiots, ils se sont rendus compte que ça n'est pas uniquement par la contrainte que l'on peut arriver à lever ces impôts. Le grand risque, et là encore il y a une récurrence de tout temps, ce sont les révoltes antifiscales. Et donc très très tôt,
bien, il va y avoir une recherche du consentement de la part des rois, et on peut, ou des empereurs, des souverains, et on peut citer ici l'édit de Piste, qui date de 864, qui est dû à Charles le Chauve, le petit-fils de Charlemagne, et dans lequel il dit à ses percepteurs d'impôts, faites très attention, pour éviter les révoltes de mes peuples, eh bien, vous devez arriver à une forme de consentement. Donc le terme de consentement est déjà employé. Simplement, vous le constaterez, ça n'est pas un consentement en bonne et due forme, puisque ce ne sont pas les sujets, qui ne sont pas encore des citoyens, qui acceptent l'impôt et de le voter régulièrement, de l'abaisser ou de le relever. C'est la toute-puissance du souverain. Voilà, simplement le souverain dit attention à ne pas être trop dur dans votre perception d'impôt. Et c'est progressivement au fil des siècles, à ce qu'on appelle l'époque moderne et à l'époque contemporaine, que le consentement tel que nous le connaissons s'impose. D'où la distinction consentement à l'impôt, consentement de l'impôt. Le vocabulaire de l'impôt fait appel à des domaines variés. Alors je cite un passage du livre, donc il fait appel au domaine culinaire, la tranche, l'assiette, guerrier, le bouclier fiscal, ornemental, la niche, familial, le foyer, et puis ménager, les corvées. Et par opposition, il y a un autre vocabulaire qui convoque les animaux de la ferme. Traire les vaches à lait, écorcher les brebis, tondre les moutons, etc. Est-ce qu'il y a une opposition dans l'utilisation de ce langage entre le peuple et les élites, pour reprendre un de vos thèmes de recherche? Très clairement, vous voyez que le lexique est très connoté négativement, avec cette tonte des moutons, on traite la vache, vous l'avez rappelé. Mais il y a un point qui est important avec le lexique, c'est mon collègue Jean-Luc Bordron, qui est le co-auteur du livre et qui est spécialiste du lexique, qui a rédigé ce chapitre, et je tenais beaucoup à ce qu'il y ait ce chapitre dans le livre, parce qu'on voit avec les aspects culinaires, les animaux, la connotation négative, qu'il n'y a aucun domaine de la vie, en fait, aucun objet, aucun animal qui n'échappe à l'impôt. L'impôt est partout présent. Et effectivement, ça nous renvoie un petit peu au rapport qu'entretient le peuple avec ses élites, puisqu'effectivement, les élites dirigeantes sont perçues très négativement par le biais de l'impôt. Il y a aussi des termes dont on va affubler les percepteurs d'impôts qui sont aussi très négatifs. On va beaucoup parler évidemment des résistances à l'impôt, mais pour commencer, comment vous définiriez un impôt juste ? Alors un impôt juste, c'est un impôt justement qui est consenti par le peuple. C'est-à-dire que l'État, les gouvernants, les dirigeants ont réussi à faire comprendre au peuple que c'est pour son bien que l'impôt est prélevé. Parfois, il y a des sommes très importantes qu'on peut lever, mais malgré tout, que le peuple admet très bien parce que il voit que ces dépenses sont imputées, par exemple, on va dire à l'époque contemporaine, depuis le 19e siècle, à la santé ou à l'éducation, qu'il n'y a pas de déperdition, de perte en ligne, comme on dirait, et là, en général, l'impôt est bien perçu. Les choses se dégradent quand il y a une forme, je dirais, d'illégitimité des dirigeants qui font percevoir aux citoyens un impôt dont le citoyen ne perçoit pas l'intérêt qu'il y prend. Et là, quand cette déconnexion se produit, et on l'a vu assez récemment, il y a un problème. Je cite deux mouvements très récents. Vous avez les bonnets rouges en Bretagne, à partir de la taxation routière et en particulier l'écotaxe. Et puis vous avez encore plus près de nous le mouvement des gilets jaunes, très caractéristique, les taxes sur les carburants. Donc là, ce décrochage fait que le consentement ne fonctionne plus et qu'on va au-devant de très grandes catastrophes. Pour rester dans la métaphore culinaire, quel est le ou les impôts qui ont été les plus durs à avaler dans l'histoire de France ? Est-ce que c'est la gabelle qui était l'impôt sur le sel, la taille qui était prélevée par les seigneurs sur les paysans pour assurer une protection ? Est-ce que c'est d'autres impôts ? Oui, alors il y a vous évoquez la taille, pour rester dans le lexique, il y a cette fameuse expression qui a marqué, je dirais, les générations de nos ancêtres qu'on appelle taillable et corvéable à merci. Parce qu'on retrouve dans cette expression deux des impositions les plus caractéristiques de l'Ancien Régime et de la féodalité. D'une part, la taille qui est un impôt royal, effectivement, perçu sur les personnes, et d'autre part, la corvée qui est une taxation, on va dire, du seigneur, qui peut être en espèces, qui peut être également en récolte, mais qui principalement est en travail. On va faire curer, par exemple, un fossé ou réparer une route, et bien évidemment, c'est très marquant parce que la corvée, ça s'apparente presque, en France, c'est le servage, mais presque une forme d'esclavage, si on ose une comparaison. Donc,
l'expression est taillable et corvéable à merci. Et elle est restée d'ailleurs dans notre lexique. Ouais. Mais alors, pour en revenir aux impôts particulièrement honnis, vous avez cité la gabelle, et indiscutablement, dans l'histoire de France, c'est l'impôt le plus honni de tous. On a du mal à percevoir comment un impôt sur le sel a pu être perçu négativement. Alors, d'abord, notons qu'à l'époque, le sel est une denrée absolument indispensable, puisque c'est la denrée qui permet de conserver les aliments, à une époque où il n'y a pas de réfrigérateur, et on va par exemple saler les viandes, ce sont les salaisons, ce qui permet de les faire durer plus longtemps et de les consommer sur plusieurs semaines. Et donc, si vous voulez, tout le monde a besoin du sel dans la société, et toutes les sociétés ont taxé le sel. Simplement, dans le royaume de France, qui est un royaume extrêmement morcelé, vous avez une très grande injustice, puisque vous avez des provinces qui sont très productrices de sel. On pensera par exemple à celles qui récoltent le sel marin. On pensera à la Bretagne, on pensera aux Charentes, etc. Et donc, dans ces régions-là, eh bien, il y a quasiment pas de gabelle, ou pas du tout. Et dans d'autres, au contraire, la gabelle est très forte. Il y a des douanes intérieures, il y a des trafics. Et bien évidemment, les sujets qui se retrouvent dans une province où la gabelle est très très élevée l'admettent très peu. 1/3 à 1/4 des révoltes de l'Ancien Régime sont directement liées à la gabelle. Et dans les cahiers de doléances de 1789, au moment où le roi Louis XVI, parce qu'il a besoin d'argent, va réunir les États généraux, vous avez eh bien une demande hostile à l'impôt, et dans l'impôt, une demande d'abolition, bien évidemment, de la gabelle. Elle ressort très fréquemment. L'histoire de l'impôt est intriquée avec l'histoire de l'État. Je recite un passage du livre où vous écrivez que l'impôt est en effet une condition de l'existence même de l'État. Il est un rouage de la puissance publique. Il assure de tout temps aux dirigeants les ressources qui leur permettent de mettre en œuvre leur politique. Donc c'est vrai qu'au Moyen-Âge, les nobles, le clergé étaient en grande partie dispensés de l'impôt. Vous avez parlé de 1789. Est-ce que la Révolution française est le tournant qui permet de généraliser l'impôt et surtout de rendre son acceptation plus grande? Oui, d'autant plus que là, vous avez souligné un point très très important. Vous avez parlé du clergé et de la noblesse. Nous sommes sous l'Ancien Régime, dans une société d'ordre. Et ce qui est très mal perçu, c'est que, d'une part, les nobles et le clergé perçoivent eux-mêmes des impôts. On peut citer par exemple, pour le clergé, la dîme, qui est une part des récoltes. Alors on l'appelle la dîme parce que ça vient du terme dixième, c'est-à-dire la 10e portion des récoltes, qui était prélevée à l'origine par le clergé. Les nobles, en tant que seigneurs, perçoivent eux-mêmes des impôts. Donc je dirais qu'il y a cette complexité dans la société et cette injustice ressentie par le tiers-état. Vous avez parmi les caricatures les plus célèbres de l'Ancien Régime, on voit un vieillard du tiers-état qui porte à la fois un noble et un membre du clergé, parce que en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il les porte, il les supporte, il les fait vivre par le biais de l'impôt. Et la Révolution française va avoir ce caractère. Alors, on peut critiquer notre devise républicaine, mais elle a cette part de vérité qu'elle va établir une égalité devant l'impôt, c'est-à-dire que désormais, que l'on soit clerc, que l'on appartienne aux hautes couches de la société ou que l'on soit un humble citoyen, eh bien, on va devoir payer l'impôt. Donc là, je dirais, il y a une forme de progrès et ça participe du consentement. Une imposition injuste, mal acceptée, peut entraîner des troubles, des révoltes contre la puissance publique, mais la plupart des exemples que vous donnez, la plupart des mouvements d'opposition que vous citez, finissent par être matés, parfois par la violence. En fait, on se demande qu'est-ce qui fait que certaines réussissent. On peut penser aux États-Unis, par exemple, dont l'indépendance a été promue par les taxes que Londres voulait faire voter. Mais qu'est-ce qui fait que la plupart échouent et qu'est-ce qui fait qu'une minorité réussit? Alors, il y a déjà, et c'est pour ça que c'est très important de donner une profondeur historique, le changement d'époque. C'est-à-dire que ce que l'on pouvait se permettre sur des sujets dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, on ne peut plus se permettre à l'époque contemporaine. Imaginez, par exemple, que certaines révoltes, on donne les exemples dans le livre, contre l'imposition en Allemagne ou en Angleterre, ont entraîné des dizaines de milliers d'exécutions. Les Jacques en France, les jacqueries, c'est pareil, les paysans vont être massacrés. Donc il règne un climat de terreur qui fait que inévitablement c'est celui qui détient la force qui l'emporte. Ça n'est plus du tout possible dans nos sociétés. On est en plein mouvement social. Imaginez si le sang est versé, s'il y a des morts, immédiatement l'État reculera. Et il en est de même avec les taxes et les impôts. Très fréquemment, nos gouvernants ont reculé parce qu'il y avait une forte mobilisation et qu'ils craignaient que tout cela ne termine dans le sang et n'aboutisse à leur renversement. En démocratie, les personnes ont les yeux rivés là-dessus. Et puis alors, il y a un deuxième élément, vous avez évoqué, c'est très intéressant. Les États-Unis, il y a des cultures différentes
différente selon les pays. Vous avez des pays qui ont des cultures plus libérales que d'autres. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a toujours le fait que l'État doit vivre beaucoup du sien et que la taxation n'est pas forcément extrêmement bien vue. On est en plus dans un État qui est fédéral et vous avez des États fédérés dans les 50 États américains qui considèrent que l'imposition est plutôt un mal plutôt qu'un bien. C'est la doctrine de l'État, carrément. Donc, Vous avez parlé de violence. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour collecter les impôts ? Est-ce qu'il faut un régime fort, autoritaire, ou est-ce qu'il faut au contraire des sociétés comme les nôtres, où c'est la participation volontaire des gens qui assure la collecte de l'impôt ? J'aurais tendance à opter pour la deuxième solution, à partir du moment où, comme vous l'évoquiez dans une question précédente, on arrive à obtenir le consentement des populations. Bien évidemment, c'est l'idéal de nos sociétés. Et on voit d'ailleurs que la part de l'imposition ne cesse d'augmenter. Je rappellerai un chiffre. En PIB constant, si tant est qu'on puisse évoquer le PIB constant, c'est-à-dire le produit intérieur brut, on se rend compte qu'au milieu du 19e siècle, c'était 5% du PIB national qui relevait des impôts et des taxes, qu'à la veille de la guerre de 14-18, on est à 10%, et qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que la France est un cas un petit peu particulier, puisqu'on est second derrière le Danemark dans les pays de l'OCDE, mais on est à 46%. Donc vous voyez, 5% au milieu du 19e, 10% à la veille de la guerre de 14, 2023, on est à 46%. Donc on arrive quand même à faire accepter par les populations des prélèvements fiscaux de plus en plus importants. Dans les impôts, on peut distinguer les impôts directs, c'est-à-dire ceux qu'on paye directement à l'État, comme l'impôt sur le revenu, et les impôts indirects qui sont perçus par un intermédiaire, comme la TVA qui est perçue par le commerçant. Exactement. En France, les impôts directs, c'est seulement 25% des recettes fiscales. Tout à fait. C'est des chiffres que j'ai trouvés dans le livre. Exactement. Les impôts indirects, un peu plus de la moitié, dont 38% pour la seule TVA. Donc est-ce que les impôts indirects sont plus efficaces parce qu'on les perçoit moins ? Et est-ce que le choix, cette situation de la France, est-ce que ce choix-là est celui de tous les pays développés ? Alors, il y a deux questions en une. Là, je réponds à la première et vous avez très très bien compris ce qu'on a voulu dire dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, les Français focalisent sur l'impôt sur le revenu, mais quand on regarde concrètement, d'une part, l'impôt sur le revenu ne représente qu'une petite partie des impôts qu'ils paient, et d'autre part, et là, ça a été l'une de nos découvertes dans le livre, bon, on le subodorait bien évidemment, mais on n'est pas des fiscalistes comme vous le disiez, on connaît pas tous les chiffres, et ça a été l'une de nos grandes découvertes, c'est que près de la moitié des contribuables potentiels ne paient pas l'impôt sur le revenu en France parce qu'ils ont trop peu de revenus justement pour payer cet impôt. Donc comme c'est un impôt qui n'est pas proportionnel mais qui est progressif, qui est assez social, on va dispenser les couches de la population qui ne sont pas fortunées. Donc on focalise sur l'impôt sur le revenu, on devrait bien davantage focaliser sur les impôts indirects et en particulier sur ce trait de génie, et c'est une invention française cocorico, qu'est la TVA, inventée par l'un de nos technocrates au milieu des années 1950 et qui a été très rapidement copiée à travers tous les pays de la communauté économique européenne puis de l'Union européenne parce que de façon relativement indolore, on ne s'en rend pas compte, on arrive à abandonner à l'État des sommes absolument considérables. Alors, sous différentes formes, alors ça ne s'appelle pas la TVA partout, mais un très grand nombre de pays ont adopté ce système de la TVA. Par contre, je réponds à votre deuxième question, est-ce que sur Terre, c'est les impôts directs ou les impôts indirects qui dominent ? Plutôt les impôts indirects, mais en fait, vous savez qu'il y a 210 pays sur Terre, il y a une très grande variabilité des situations, donc je ne peux pas apporter une réponse définitive à cette question. Il y a un catalogue qui est assez déprimant, c'est celui des impôts. Oui. On voit que tout est imposable. Et il y a une expression anglaise qui résume ça très bien, from womb to tomb, de l'utérus jusqu'à la mort et donc jusqu'aux frais de succession. Et tout peut être taxé, et vous racontez une taxation sur l'air. Bien sûr. En France et en Angleterre, au XVIIIe, XIXe siècle. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, alors ça c'est très intéressant. On aborde un point on a focalisé avec mon collègue, on a bâti le plan, on a retenu assez vite un plan thématique. Et moi j'ai insisté sur le fait qu'il fallait qu'on aborde à un moment donné tous les domaines qui sont concernés par l'impôt. Là encore, on avait, parce qu'on connaît un petit peu les choses, le sentiment qu'on allait montrer qu'en fait, il n'y a pas de domaine de la vie humaine, vous l'avez dit, du berceau à la tombe, qui ne soit concerné, mais même dans la vie
quotidienne. Tous les secteurs sont concernés. Et alors, au XVIIIe siècle, vous avez une célèbre salonnière qui s'appelle Madame du Deffand, qui disait, voilà, on taxe tout en France, hormis l'air que nous respirons. Alors, elle ne croyait pas si bien dire, puisque, en fait, les révolutionnaires, au moment de la Révolution, on leur a rendu hommage tout à l'heure avec le consentement et les contributions à la place des impôts, eh bien, vont mettre en place une contribution sur les portes et fenêtres, l'une des 4 contributions révolutionnaires. Ils suppriment les impôts indirects ONI de l'Ancien Régime, et vous avez ces 4 contributions. Mais qu'on appelle les 4 vieilles. Les 4 vieilles. Mais en fait, ils ne font que copier ce qui existait déjà en Angleterre. Ici, Madame du Deffand était mal renseignée, puisque depuis 1695 existait la window tax, c'est-à-dire une taxe sur les fenêtres. Alors ça, c'est assez habile. Pourquoi ? Parce que, en fait, on va imputer au fait que dans une façade d'immeuble, vous ayez tant de fenêtres, ça doit correspondre, dit le percepteur, à la richesse, en fait, patrimoniale de la personne qui possède la maison. Et donc, on va le taxer en fonction de son nombre de fenêtres. Et donc, si vous voulez, il y a une tendance britannique qui va être à agrandir les fenêtres, mais en mettre moins. C'est le style géorgien du XVIIIe siècle, pour essayer de payer moins dans cette taxe. Et il y a une autre tendance, et là qui est beaucoup plus grave, qui va être de murer les fenêtres. Et là, ça va avoir une conséquence assez dramatique sur l'hygiène. Oui. Vous avez des écrivains comme Dickens en Angleterre ou Victor Hugo en France, au milieu du 19e siècle, qui vont dire, écoutez, ce type de taxe est particulièrement inique. D'une part, c'est très lourd, et en plus, ça envoie plus vite dans la tombe nos concitoyens. Et Dickens obtiendra, on peut dire que c'est lui, l'abolition en Angleterre, au milieu du 19e siècle, de la window tax. On peut aussi distinguer les besoins naturels, on a parlé de la gabelle, l'impôt sur le sel, et puis des besoins supplémentaires, non essentiels, comme sur les produits de luxe. Est-ce que l'acceptation des 2 catégories de taxes est la même ? Et qu'est-ce que ça dit de l'État quand il choisit de taxer l'un plutôt que l'autre, enfin sur le contrôle qu'il veut exercer sur la société ? Alors je dirais l'État prend l'argent là où il peut le prendre. Parce qu'on disait les nobles sont exemptés. Alors faisons un petit détour, expliquons pourquoi les nobles sont exemptés sous l'Ancien Régime. Parce qu'on estime qu'ils versent l'impôt du sang, c'est-à-dire que dans la féodalité, c'est eux qui défendaient le territoire, une délégation de pouvoir du roi au seigneur, à l'aristocratie, et donc en contrepartie, ils étaient exemptés d'impôts, mais à certains moments donnés, le roi a tellement besoin d'argent que même la noblesse et même le clergé, qui elle payait l'impôt de la prière, vont également être taxés. Donc c'est un choix, je dirais, un petit peu de l'État. Il a tendance à taxer tout le monde, mais il ne taxe pas tout le monde à la même hauteur. Vous avez certains régimes qui vont être un petit peu démagogiques, ou certains chefs d'État qui vont être démagogiques, qui vont plutôt taper sur les riches, et d'autres au contraire qui vont faire peser l'essentiel de l'imposition sur les couches populaires. Ça dépend un petit peu des périodes. Dans l'Antiquité, par exemple, dans la République romaine, vous avez les Gracques qui sont restés très très célèbres, Tiberius Sempronius Gracchus et Caius Sempronius Gracchus, qui sont tous les deux consuls l'un à la suite de l'autre, et qui, pour se faire élire et de la population, eh bien, proposent de surtaxer les riches. Bon, ils ne l'emportent pas au paradis, si j'ose dire, puisqu'ils sont massacrés l'un et l'autre sur la demande de l'aristocratie. À l'époque moderne et contemporaine, la fiscalité évolue. Vous dites qu'il y a 4 grandes révolutions, donc on consacre le principe du consentement, le principe que l'impôt doit réguler l'activité économique, c'est un outil de redistribution, et puis, fait intéressant, vous lui assignez un rôle culturel, c'est-à-dire qu'on assigne à la fiscalité un but moral dans le domaine de la santé, de l'environnement, on choisit ses taxes en fonction de nos valeurs. Et notamment, on peut choisir de taxer certains vices, comme l'alcool ou le tabac, l'alcool notamment, mais là, vous dites que l'attitude de l'État est ambivalente quand il s'agit de taxer les vices. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, tout ça rapporte énormément d'argent. Donc inévitablement, l'État a intérêt à percevoir des taxes sur des produits qui s'écoulent bien, mais en même temps, et c'est un besoin, vous l'avez dit tout à l'heure, de plus en plus pressant de nos sociétés, on veut protéger nos populations, on veut garantir le système de sécurité sociale qui a été mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'État-providence, dans des pays comme la France, l'Angleterre et les États-Unis, puis avant de se généraliser à d'autres pays. Et donc il y a cette forme, je dirais, d'ambivalence. Notez que les taxes sur, on va dire, soit le tabac, soit les alcools forts qui entament la vie des gens, sont très très anciennes, puisque la monarchie d'Ancien Régime, dès que le tabac est arrivé en France, a eu l'idée
de le taxer. Richelieu, au XVIIe siècle, alors que le tabac, à l'époque, n'a que 50 ans dans notre pays, a cette idée. Louis XIV reprendra cette idée. En Russie, on le sait, la vodka fait vraiment des ravages, et un certain nombre de tsars imposeront la vodka. Mais la tendance est plutôt de tolérer à l'époque moderne ou médiévale ces alcools et le tabac, et par contre effectivement aujourd'hui eh bien de percevoir des taxes de plus en plus lourdes pour la santé des habitants. Et il en est de même de la protection de l'environnement, qui est l'une, alors là pour le coup, des grandes nouveautés du second XXe siècle et du début du XXIe siècle. On peut donner un exemple très très important. Vous avez un Anglais, un économiste anglais qui a eu l'idée dans les années 1920 de proposer une taxe pollueur-payeur en fait à l'État britannique. À la suite de quoi il s'est fait jeter dans les cordes parce qu'on estimait que c'était complètement prématuré. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu un grand épisode de smog, c'est-à-dire de brouillard lié à la pollution. Mon collègue Charles-François Matisse a publié un livre récent sur la civilisation du charbon, où il relate très bien dans un chapitre cet épisode. Et au grand effroi des Britanniques, Londres, pendant une semaine, a connu cet épisode, et vous avez eu plusieurs milliers de victimes. Et à partir de là, il y a une prise de conscience de l'État, et ils ont décidé de mettre en place cette taxe pollueur-payeur. Et d'autres pays de l'OCDE ont appliqué cette taxe. Donc vous voyez, là on est, je dirais, dans une pente, à mon avis, irréversible. Protéger l'environnement, on voit que la planète est dégradée, et on peut s'attendre même à mon avis, des taxations internationales. C'est là où la taxation qui relève principalement des États pourrait à l'avenir devenir une taxation internationale pour protéger l'environnement. C'est le seul moyen, à mon avis, d'arriver à le protéger. Au centre de la machine fiscale, il y a le contribuable, qui est la grande star du livre et des démonstrations. Un chapitre entier lui est consacré. Voilà. Et au fur et à mesure que le consentement progresse et est ancré, la figure du contribuable va changer. Il va devenir de plus en plus un usager, voire un client. Et donc des groupes de pression se forment. Est-ce que les revendications de ces groupes de pression aboutissent ? Alors je dirais oui quand elles deviennent violentes, c'est-à-dire que, en particulier, on peut prendre, si vous voulez, un cas de figure qu'on a déjà beaucoup évoqué, mais enfin, nos auditeurs l'auront compris, étant spécialiste de la France et mon collègue du Royaume-Uni, ce sont ces deux pays, vous le disiez tout à l'heure, qui sont principalement évoqués dans ce livre, qui malgré tout est une histoire mondiale. Eh bien, je dirais qu'en France, effectivement, vous avez ce phénomène qui est très très présent, dans les années 80, de sociétés, d'associations qui cherchent à se fédérer pour lutter contre l'impôt. Et on va parfois aux élections. Il y a Didier Miguet qui se présente très très régulièrement à la présidentielle, mais il ne franchit jamais le premier pas, c'est-à-dire recueillir les 500 signatures. Quand vous comparez à un pays comme les États-Unis, où là, effectivement, les ligues de contribuables arrivent à faire reculer l'État, on est dans un autre registre. On a le cas de la Californie, du temps de Ronald Reagan, avec effectivement une loi de l'État de Californie qui va faire que, voilà, on ne pourra pas prélever plus de 50% d'imposition sur les patrimoines et sur le sol. Et dans le cadre de l'État fédéral, c'est aussi le cas. En France, c'est par la révolte, c'est triste à dire, mais c'est par la révolte qu'on fait reculer l'État. J'ai cité tout à l'heure les bonnets rouges, ils ont réussi à mettre un terme à l'écotaxe sous le président Hollande, et puis, alors par contre les gilets jaunes, malgré l'ampleur du mouvement, c'est un peu le contre-exemple. C'est vrai que notre président Macron a réussi avec ces fameux grands débats à un peu, si j'ose dire, noyer le poisson, et quand on regarde très concrètement les choses, malgré l'ampleur du mouvement, eh bien, le mouvement s'est estompé. Il n'y a pas eu d'obtention de gain de cause. Vous dites que la légitimité de l'existence de l'impôt n'est désormais plus guère contestée que par les libertariens. Oui. Et j'ai envie de rajouter, peut-être juste par leur frange la plus extrémiste, quand on pense à ça, moi je pense aux micronations type Liberland, bien sûr, qui essayent d'avoir des territoires tax-free. Oui. Mais tous ces projets ne relèvent-ils pas de l'utopie ? Est-ce qu'il y a des alternatives sérieuses à l'impôt ? Alors, je vais être très franc avec vous, je ne crois pas. J'en suis pas persuadé, parce que, bon, voilà, il faut toujours observer les exemples, et puis les analyser, mais vous évoquiez effectivement les libertariens qui ont réussi dans certains États américains
pro-libertariens. Je penserai au New Hampshire, par exemple. N'oublions pas que la devise du New Hampshire, c'est « vivre libre ou mourir ». Ça rappelle aussi la Révolution française. Donc l'idée de liberté est au cœur de cet État. Et vous avez des libertariens qui ont fondé, on rappelle cet exemple dans le livre, qui est à mon avis l'une des anecdotes les plus savoureuses, je la livre là à vos auditeurs, c'est la ville de Grafton. Donc là, on est en plein îlot libertarien dans un État qui lui-même est assez libertarien. On a supprimé tous les services publics, y compris les pompiers. Il n'y a plus de police, il n'y a plus de tribunaux. Alors moyennant quoi, qu'est-ce qui s'est produit? Les ours sont arrivés en ville. Comme il n'y a plus d'éclairage public, il y a une criminalité qui a bondi et il n'y a plus de juges, il n'y a plus de shérifs pour rétablir la justice. Et l'église, qui était l'une des plus belles églises du New Hampshire de style colonial, a flambé. Et comme il n'y a plus de pompiers, eh bien, elle a flambé jusqu'à la dernière planche de bois. Donc vous voyez, très rapidement, même les libertariens de Grafton, ils ont un peu rétrogradé en se disant non, on a été trop loin. D'accord. Alors, la mondialisation entraîne de nouveaux défis, bien sûr, de nouvelles opportunités. Le premier exemple, c'est le contournement fiscal. Bien Alors, sûr. quand c'est le côté légal, on parle d'optimisation fiscale, et quand c'est illégal, c'est de la fraude et de l'évasion. En ce qui concerne l'optimisation fiscale, on a voté très récemment la taxe à 15% minimum sur les multinationales. Donc pour harmoniser les fiscalités, ça doit entrer en vigueur fin 2023. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à accepter une couche supranationale d'imposition ? Alors ça, c'est une grande question, et étant historien et pas devin, je n'y répondrai pas. Moi, je crois que dans certains domaines, alors en plus, bon, je me livre, mais je serai googlisé, bien évidemment. Je suis plutôt souverainiste, donc un partisan, effectivement, des États-nations, de la souveraineté nationale. Mais malgré tout, dans certains domaines, je suis contraint de constater qu'il faut faire évoluer les choses. Pour moi, l'environnement, c'est l'un des exemples typiques dans lequel il faut arriver à une forme de supranationalité en termes d'impôts, sinon on n'y arrivera pas. Il se trouve qu'en France, on est moins pollueur que certains États, donc là je trouve qu'on devrait arriver à copartager la taxation sur la pollution, quand on regarde ce qui se passe en Chine ou ailleurs. Et puis le deuxième exemple, vous avez dit, c'est la lutte contre les paradis fiscaux. S'il n'y a pas un minimum d'entente internationale et une taxation au niveau international, nous n'y arriverons pas. Donc il faut le faire. Je reviens un tout petit peu en arrière parce que cette affaire des paradis fiscaux est très très intéressante. Elle est liée en fait à la libéralisation entre les États à partir du moment où on a pu faire sortir les capitaux d'un État pour les installer dans des États moins-disants en matière de contrôle fiscal. Et on revient aux États-Unis, ce sont deux États américains qui sont un peu précurseurs en matière de paradis fiscaux. Ils le sont d'ailleurs encore aujourd'hui. Ils l'ont été à l'origine, à la fin du 19e siècle. C'est d'une part le Delaware et d'autre part le New Jersey. Et puis, et alors là, on va arriver dans un terrain que vous connaissez très très bien vos auditeurs, la Suisse. La Suisse est devenue un paradis fiscal avec la mise en place aussi du secret bancaire dans l'entre-deux-guerres. Mais notez que nos ancêtres n'étaient pas des idiots et ils avaient déjà réfléchi aux risques du système. La République française, la Troisième République, avait protesté au moment du cartel des gauches contre ce qui se mettait en place, nous étions en 1924-1925 en Suisse, et l'Organisation des Nations Unies, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies, la SDN, avait déjà planché sur cette question-là, puis finalement avait reculé au nom de la souveraineté des États. Mais vous voyez, je dirais, la volonté de lutter contre les paradis fiscaux est presque aussi ancienne que leur apparition. C'est donc très très intéressant. Et il va falloir à l'avenir arriver à trouver une solution, c'est indéniable. Alors, j'ai une petite anecdote à vous livrer sur les paradis fiscaux, parce que depuis 2018... Vous avez placé votre argent là-bas vous-même? Non, c'est pas un scoop pour vos auditeurs. Non. Je dirais pas. Non, depuis 2018, l'Union européenne établit une liste. Alors, c'est pas des paradis fiscaux, la dénomination officielle, ce sont des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Voilà. Dans votre livre, vous les citez, il y en a 9, mais ça, c'était au moment où vous rendez le manuscrit. Bien sûr. Donc, il y en avait 9. Oui. Quand j'ai préparé mes questions il y a 2 mois, il y en avait 12. Oui. Et j'ai regardé ce matin, la nouvelle liste en compte 16. Ah oui, donc ça va pas dans le bon sens. Non, exactement, vous avez raison. Vous voyez, un livre qui se livre en plongée historique, mais qui veut aller vers le temps présent, et dans la partie temps présent, très vite périmé, surtout comme un sujet comme celui-ci, les choses vont très très vite. Alors périmé, mais on retrouve toujours les mêmes belles Bien îles des évidemment, Caraïbes. Exactement, il y a des récurrences. Voilà.
Alors, vous dites que l'art de gouverner consiste à savoir mesurer les limites des facultés contributives réelles et psychologiques d'une population. L'idée, c'est pas de taxer le minimum nécessaire, mais autant que possible, Exactement. tant que la paix sociale est conservée. En France, on a 480 impôts et taxes. Oui. Est-ce qu'on est particulièrement imaginatif et inventif dans le Ah pays? bah oui, très clairement. On évoquait la TVA, Monsieur Laurie qui l'a inventé, donc au milieu des années 50. Nous sommes les recordmen absolus. Hein. En matière de taux d'imposition, je disais nous sommes deuxième, mais en termes de taxes et d'impôts, on est très nettement premier. Hein. Alors on l'a pas mis dans le livre parce qu'il s'agissait pas non plus de faire des catalogues mais je crois que le deuxième État, pour vous donner une idée, c'est un pays nordique. C'est pas le Danemark, ça doit être la Norvège, la Suède ou la Finlande, je ne sais plus, mais était 150 taxes et impôts de moins que nous. Vous vous rendez compte? Donc nous, voilà, l'impôt, partout où il y a de l'argent à chercher, on va le chercher. Ceci dit, c'est quelque chose qui est connu dans les sciences cognitives. C'est-à-dire que quand vous avez un problème et qu'on vous demande une solution, vous avez tendance à choisir la solution qui ajoute des éléments plutôt que Bien celle qui évidemment. retranche. Donc Tout on a à toujours fait. tendance à augmenter le nombre d'impôts. Alors, Donc je ne sais pas si vous croyez au choc de simplification pour... Alors, globalement, non, je dirais. Hein. Et il y a la tendance, c'est un empilement d'impôts. Pourquoi l'État supprimerait des impôts qui lui permettent de récolter des fonds? Mais malgré tout, même en France, il y a des exemples qui vont en sens inverse. Je signalerai la vignette automobile. Cette vignette, elle est apparue quasiment en même temps que la TVA, au milieu des années 1950, quand il s'agissait de trouver des moyens pour financer les petites retraites, les retraites des gens modeste. Alors les vignettes les plus anciens de vos auditeurs les connaissent bien évidemment. Elles ont fait leur disparition au tournant du millénaire, hein, fin des années 1990 et début des années 2000. Hein, voilà, donc depuis cette époque-là, il n'y a plus de vignettes sur nos voitures. Mais alors, elles ont été remplacées par les critères sur la pollution. Dans vos précédentes interventions médiatiques, vous avez quasiment à chaque fois cité des impôts loufoques et celui d'ABBA. Parce qu'on me les demandait. Mais hein, voilà, c'est je pour ça. sais bien. Donc en gros, ça c'est le groupe suédois qui s'habillait avec des tenues un peu excentriques parce que ça donnait des abattements d'impôts. Exactement. Mais est-ce qu'on a des équivalents en France d'impôts loufoques? D'impôts loufoques, alors là vous me prenez de court, j'aurais des exemples étrangers pour le coup à vous donner, mais il doit bien y en avoir si vous voulez, mais ils ne me viennent pas immédiatement ces impôts loufoques. Celui quand même, vous en conviendrez, sur les portes et fenêtres est assez gratiné. Hein, c'est vrai. Voilà. Dans le livre, vous évoquez des formes particulières d'imposition qui peuvent être bien acceptées par la population, et par exemple le loto du patrimoine, donc la fameuse mission Berne en partenariat donc avec la Fondation du patrimoine et le ministère de la Culture. Et là, cette semaine, les 18 candidatures retenues pour l'édition 2023 ont été dévoilées. Vous, quel site vous aimeriez rénover, restaurer? C'est une bonne question. Alors je suis un petit peu normand et très politique, et donc je ne veux pas me mettre à dos 18e partie de vos auditeurs, donc je ne répondrai pas à cette question. Je trouve que les choix de Stéphane sont excellents, hein, comme toujours de Stéphane et de son équipe. Par contre, c'est très bien que vous me lanciez sur le sujet du loto du patrimoine, si je puis me permettre, parce que effectivement, là, on est en plein dans le consentement. C'est une forme d'impôt très particulière, c'est-à-dire qu'en fait, on choisit de participer ou de ne pas participer. On a d'autres exemples internationaux qu'on peut citer. Le plus bel exemple, c'est ce qu'on appelle le denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire que le Vatican, pour financer, a choisi d'une part les musées, donc quand vous allez visiter les musées du Vatican, vous donnez votre écho et ça permet de financer ce micro-État le plus petit de la Terre qu'est le Vatican, mais également le denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire que voilà, vous êtes catholique, vous voulez donner de l'argent à la papauté et vous donnez la somme que vous souhaitez. Donc ça, c'est plutôt bien. Et il en est de même des formes de loto, comme le loto du patrimoine. On peut y participer, on peut ne pas y participer. Pour terminer, j'ai l'habitude de recevoir les invités juste après la sortie de leur livre. Oui. Bon, là, on est à plus de 3 mois de la sortie du vôtre, donc on a un peu de recul. Est-ce que votre comptable est content ? Écoutez, alors là, je dois dire, c'est une énorme surprise. Bon, mes livres d'habitude se vendent plutôt bien, mais alors là, j'ai pas fait ce livre-là pour le vendre. Je le dis en toute honnêteté à vos auditeurs et à vous-même. Hein. En fait, il fallait que je le fasse, parce qu'encore une fois, je suis historien de l'État, puis c'est une très belle histoire d'amitié. Jean-Luc Bortron est un ami de 30 ans, et on voulait faire un livre ensemble. Donc voilà, c'est un peu la raison. Mais quand on a été trouver les éditeurs, beaucoup nous ont retoqué. Et c'est parce que j'avais publié 2 livres qui avaient pas mal marché à passer composé, qu'ils ont accepté ce 3e. Et ce que m'a dit mon éditeur Arthur Chevalier, il dit, c'est pas avec ce livre-là qu'on va faire un gros succès. Et alors là, c'est l'énorme surprise, puisqu'on vend 300 livres par mois. Dans le contexte actuel de l'édition, c'est considéré comme un énorme succès.
Donc voilà, il y a à croire que cette question ou la manière dont on l'a abordée passionne le public. On en est ravis. Merci beaucoup, en tout cas Éric Anseau, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre du livre coécrit avec Jean-Luc Bordron, Histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours, paru aux éditions Passé Composé, déjà disponible donc. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.